Il y a un autre facteur génétique qui est le facteur épigénétique. Donc c'est des marques sur le gène qui peuvent certainement expliquer, donc on ne modifie pas le gène, ce n'est pas à proprement parler génétique, ce sont des marques sur le gène qui vont être mises et qui vont réguler de façon différentielle l'expression des gènes. Ces marques sur le gène sont très certainement la conséquence d'abus dans l'enfance, qui est un facteur extrêmement important du trouble de personnalité borderline. Les études montrent que 70 à 80% des personnes souffrant de ce trouble ont vécu des abus sexuels dans leur enfance et que le 20 à 30% restant ont très certainement subi d'autres formes d'abus émotionnels, physiques. Et ces abus-là vont marquer les gènes de façon assez permanente, en tout cas on l'observe à l'âge adulte, et explique très certainement le développement du trouble de personnalité qui va émerger à l'adolescence lorsque les premières relations amoureuses vont apparaître. On en vient à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN, des événements vécus par ces personnes qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle, cette trace, on peut l'effacer, par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Les traumatismes vécus par les parents ou les grands-parents peuvent-ils laisser une empreinte biologique transmise de génération en génération ? C'est le sujet de notre rendez-vous santé ce matin avec Caroline Tourbe, journaliste au magazine Science et Vie. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors cette hypothèse d'une transmission héréditaire des expériences traumatisantes, c'est bien sérieux ? En tout cas, certains scientifiques commencent à travailler sérieusement sur cette hypothèse. Parmi eux, Isabelle Mansuy de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich en Suisse. Dans une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature Neuroscience, la chercheure et son équipe a montré que chez des souris mâles, qu'un stress intense dans les premiers jours de la vie modifie la composition cellulaire de leurs spermatozoïdes de façon durable. Ces altérations se retrouvent même chez les générations suivantes. Résultat, leurs descendants qui n'ont pas subi de stress important développent néanmoins des troubles du comportement comparables à ceux de leurs géniteurs. Alors concrètement, comment les chercheurs ont-ils procédé ? Alors, le protocole expérimental est le suivant. Des jeunes souriceaux sont séparés de leur mère de manière précoce. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça que ça se passe, les expériences sur le comportement. En grandissant, ces souriceaux développent des troubles assez comparables à la dépression, troubles de la mémoire, comportement d'évitement social, apathie, parfois également un goût pour la prise de risques inconsidérés. Ces animaux s'exposent à des dangers plus grands que leurs congénères sans montrer de peur, ce qui évoque des troubles de la
la personnalité borderline pour les chercheurs. Et en observant les 2 générations suivantes, enfants et petits-enfants issus de ces mâles souris traumatisés, les chercheurs ont constaté qu'ils souffraient des mêmes troubles du comportement, parfois même de manière plus prononcée encore, alors que ces souris n'avaient, elles, jamais subi de séparation précoce avec leur mère. Quelque chose a donc été transmis d'une génération à l'autre, mais quoi précisément? Et c'est là que l'expérience suisse revêt toute son importance. Dans le cerveau, dans le sang et dans les spermatozoïdes, les chercheurs ont découvert des modifications bien précises sur des molécules qui s'appellent les micro-ARN. Ce sont des molécules qui interagissent avec l'ADN. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette transmission des expériences traumatisantes et ses conséquences sur le comportement n'est pas directement génétique. Je ne vous parle pas de gènes spécifiques pour les troubles du comportement. Non, là, le support de l'hérédité, ce serait une famille de molécules qui influencent la façon dont les gènes sont utilisés par l'organisme. Mais alors, Caroline, pourquoi la 2e génération semble-t-elle touchée par des troubles du comportement plus sévères? Alors Isabelle Mansuy, la chercheuse suisse, avance une hypothèse pour l'expliquer. Pour cette 2e génération, les altérations des micro-ARN, les petites molécules dont je vous ai parlé, ces altérations, elles sont présentes dès la conception, à la différence des premières souris traumatisées chez qui elles ne sont apparues qu'après la séparation d'avec leur mère. Ainsi, pour la 2e génération, l'action des altérations se fait sentir au cours du développement fœtal et les troubles du comportement seraient donc plus marqués encore chez les descendants d'animaux traumatisés. Alors, vous venez de le dire, ces observations concernent des animaux. Que peut-on en déduire pour l'homme maintenant? Alors, cela fait presque 10 ans que les neurobiologistes, les psychiatres, même les généticiens tournent autour de cette idée d'une trace biologique laissée par les traumatismes chez l'humain. L'une des études marquantes de ces dernières années a été menée au Canada, à l'université McGill. Des analyses ont été faites sur des personnes victimes d'abus sexuels pendant l'enfance et des particularités biologiques ont été trouvées. Certains gènes liés au stress ne fonctionnaient pas tout à fait normalement. Si ce marqueur a bien été identifié, la transmission biologique de cette vulnérabilité au stress, elle n'a jamais été observée jusqu'à présent chez l'humain. Alors évidemment, l'expérience menée sur des souris par l'équipe suisse n'est évidemment donc pas transposable à l'homme. Néanmoins, elle indique une direction de recherche inattendue. Ces fameux micro-ARN constituent très sûrement une piste intéressante pour mettre en évidence des marqueurs biologiques chez l'homme. Mais la transmission héréditaire des traumatismes pourrait être une fatalité? Non, et c'est très important de le souligner, les marqueurs anormaux autour du fonctionnement des gènes peuvent se réparer au cours de la vie, c'est même le plus souvent le cas. Néanmoins, certains dysfonctionnements pourraient perdurer et les preuves restent à apporter chez l'homme. Dans le cas des traumatismes, il faudrait déjà vérifier, dans des prises de sang par exemple, que des modifications sur les micro-ARN sont bien détectables chez l'homme, chez les patients. Et ensuite seulement, il sera particulièrement intéressant de vérifier l'existence de ces mêmes modifications chez les parents et chez les enfants. Alors bien évidemment, toutes ces études ne vont pas manquer de déclencher d'âpres débats sur le poids de l'inné et de l'acquis dans le destin des hommes. Mais en attendant, elles ont déjà le mérite d'apporter un éclairage inédit sur l'influence de notre environnement et sur la transmission de cette influence. Info Santé avec Caroline Tourbe. Merci Caroline, on retrouve bien sûr cette chronique sur franceinfo.fr.